Sébastien Dalide, je suis professeur de droit public à l'université Le Havre-Normandie depuis septembre 2016. Alors oui et non. Je vais commencer par le non. Non, parce que évidemment, l'Eurosystème est soumis à un certain nombre de règles du droit de l'Union. Et donc, en tant que tel, il est intégré à l'Union européenne. Alors là, j'ai peut-être moins parlé de l'Eurosystème que de la BCE, puisque évidemment, toute la question de l'applicabilité de certains normes du droit de l'Union s'applique avant tout à la BCE. C'était l'enjeu de l'arrêt Commission contre Banque Centrale Européenne de 2001, de savoir si notamment, là en l'espèce, c'était cet arrêt-là, si l'Office de lutte antifraude, l'OLAF, pouvait inspecter et était compétent pour des contrôles de la BCE. Et la Cour de justice a répondu oui, et intégrant définitivement la Banque Centrale Européenne dans le cadre institutionnel de l'Union. Au-delà de ces questions juridiques, et là plutôt sur l'Eurosystème dans sa globalité, certaines de ces règles de fonctionnement, et c'est ça qui m'a intéressé dans la thèse, reprennent les grandes règles du droit de l'Union. On le voit notamment qu'il y a une forme dans la construction des organes de décision de la BCE de supranationalité. On essaie de reprendre à une échelle différente, de manière différente, ce qui a permis de dénationaliser la prise de décision au niveau de l'Union. Donc, d'un point de vue juridique et d'un point de vue conceptuel, l'Eurosystème est intégré au droit de l'Union, mais de manière spécifique. De manière spécifique, notamment du fait de l'indépendance et du fait que la monnaie est une compétence exclusive. Il y a ces deux données qui sont fondamentales. L'indépendance politique, juridique, financière de la Banque Centrale Européenne, mais aussi de l'ensemble des banques centrales nationales qui composent l'Eurosystème, puisque le traité impose aux États de rendre leur banque centrale indépendante. Donc on a un système que j'appelle autonome parce qu'il regroupe des entités nationales et européennes qui ne dépendent plus politiquement, juridiquement, financièrement des États. Et donc, ce système est là aussi pour gérer une compétence exclusive de l'Union. Ce qui, là encore, renforce son autonomie. Parce que la dépendance vis-à-vis des systèmes juridiques nationaux décroît. Et de fait de l'indépendance et de la compétence exclusive, l'Eurosystème peut fonctionner de manière assez autonome de l'Union dans son ensemble. Quand je dis dans son ensemble, c'est à la fois de l'Union et des États membres. Et donc en cela, il se détache du cadre général de l'Union. Oui, évidemment, parce que l'objectif premier de l'Eurosystème, même si ce n'est pas l'objectif que lui assignent les traités, mais l'objectif premier de l'Eurosystème, c'est de mettre en place et de gérer une monnaie unique pour l'ensemble de la zone euro. Pas de l'Union, mais de la zone euro. Et donc, évidemment, on part du principe qu'avec une seule monnaie, on va favoriser le marché. On supprime l'obstacle monétaire, et puis notamment l'obstacle du change, et donc on favorise les transactions entre les États. Donc l'existence même de l'Eurosystème, là, favorise le marché. Après, sur les objectifs qui sont assignés à l'Eurosystème, l'objectif prioritaire, c'est la stabilité des prix. Alors là, c'est plus une question économique, évidemment, qu'une question juridique, mais il a quasiment toujours été avancé, c'est presque unanime, que la stabilité des prix favorise les transactions et notamment les investissements à moyen et à long terme. Et donc, en tant que tel, évidemment, avec une zone dans laquelle il n'y a qu'une seule monnaie, eh bien, la stabilité des prix favorise les investissements entre les États membres et donc leur intégration économique. Et puis surtout, dans les missions confiées à l'Eurosystème, puisque l'Eurosystème a un objectif prioritaire, la stabilité des prix, et puis pour poursuivre cet objectif, eh bien, le traité lui assigne des missions. Il y a des missions qui sont peut-être pas les plus importantes, mais qui jouent un rôle assez structurant pour le marché, et notamment, par exemple, le bon fonctionnement des systèmes de paiement. La Banque Centrale Européenne a pour mission d'assurer le bon fonctionnement des systèmes de paiement. Or, on ne s'en rend pas compte,
mais en réalité, les systèmes de paiement, c'est une infrastructure indispensable à la construction d'un grand marché. Parce que si transaction il y a, eh bien ça veut dire qu'à un moment donné, il y a paiement monétaire. Et donc il faut favoriser la circulation de la monnaie entre l'ensemble des États membres. Et l'une des grandes réussites de la Banque Centrale Européenne, c'est ce qu'on appelle le système Target, c'est un acronyme anglais, qui est un système de paiement. Alors aujourd'hui, on est au deuxième, c'est Target 2. On en est au deuxième et qui permet assez facilement de faire circuler, alors là c'est les paiements de masse, entre les États de la zone euro. Et la Banque Centrale Européenne, par exemple, toujours dans cette mission de bon fonctionnement des systèmes de paiement, a beaucoup œuvré pour la mise en œuvre du SEPA, Single European Payment Agreement, qui a pour objectif, là encore, de favoriser les transactions, mais plutôt les paiements par carte bancaire, les virements, entre les États, alors là plutôt de l'Union européenne. Et depuis il y a quelques mois, la Banque Centrale Européenne a décidé de créer un nouveau système Target pour les paiements beaucoup plus modestes. Et là encore, tout cela favorise le marché. Après, la Banque Centrale Européenne, cela sous-tend son action en réalité. Ce n'est pas sa priorité, le marché. Mais elle estime que pour avoir une politique monétaire unique, parce que ça c'est son objectif évidemment prioritaire, avoir une seule politique monétaire, eh bien s'il y a une intégration très forte entre les marchés monétaires des États de la zone euro, forcément cela va lui permettre plus facilement de diffuser sa politique monétaire. Peut-être rappeler rapidement le processus décisionnel au sein de la Banque Centrale Européenne. Les décisions principales, notamment celles de politique monétaire, mais aussi d'ailleurs l'adoption de la plupart des actes juridiques, sont prises par le Conseil des gouverneurs à la majorité simple. Pour quelques décisions, c'est la majorité des 2/3, mais c'est très rare. À la majorité simple, et donc, comme je le disais, le Conseil des gouverneurs, c'est les 6 membres du directoire de la Banque Centrale Européenne et les gouverneurs des les gouverneurs des banques centrales des États de la zone euro, qui sont donc évidemment en majorité. Alors, aujourd'hui, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a un système de rotation entre les gouverneurs, parce que, évidemment, il ne fallait pas que l'instance devienne pléthorique. Mais ça ne change rien, en réalité, quasiment au processus de décision. C'est un processus de décision par l'indépendance qui est très efficace. Qui est évidemment très efficace parce qu'il ne dépend pas des contingences politiques nationales. Et donc, forcément, cela permet de prendre des décisions plus difficiles, de prendre peut-être plus facilement des décisions qui fâchent. Donc, il y a une efficacité décisionnelle certaine, surtout d'ailleurs liée quelque part au milieu des gouverneurs des banques centrales. C'est un petit milieu, et on voit assez fréquemment des gouverneurs de banques centrales qui acceptent de soutenir des décisions de politique monétaire qui ne sont pas forcément dans l'intérêt du pays dont ils sont originaires, mais dans l'intérêt global de la zone euro. Donc, modalité de prise de décision efficace. Sa principale limite, évidemment, elle est dans la responsabilité démocratique. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le contrôle parlementaire. Il est double, ce contrôle parlementaire. Il est évidemment national pour les gouverneurs de chaque banque centrale et européen. Et au niveau national, il n'y a pas de ligne directrice ou de politique commune de responsabilité démocratique des gouverneurs des banques centrales nationales. Et donc forcément, on le voit par exemple, entre la France et l'Allemagne, il n'y a pas du tout la même visibilité du gouverneur de la Banque centrale, ou le même type de rapport avec le Parlement. Donc là, il y a un problème de responsabilité qui n'est pas tant du niveau de l'Union, mais beaucoup au niveau national, dont on parle peu, alors qu'il est pourtant central. Au niveau européen, il y a quand même une organisation qui s'est développée d'une bonne responsabilité démocratique, au moins dans les procédures de la Banque Centrale Européenne devant le Parlement européen, puisque le président de la Banque Centrale Européenne, ou son représentant, mais c'est rare, est auditionné tous les trimestres par la commission Econ du Parlement européen.
Au surplus, les parlementaires européens peuvent poser des questions écrites à la Banque Centrale Européenne, qui est évidemment obligée d'y répondre. Donc on a des mécanismes assez utiles. La vraie question en réalité, c'est l'utilisation de ces mécanismes et la manière avec laquelle les banques centrales se projettent dans cet exercice de légitimité, de légitimation démocratique. En réalité, les banques centrales, elles y voient assez fréquemment une forme de transparence. Alors c'est très bien, sauf que la transparence, elle est beaucoup utilisée pour les banques centrales comme un outil de politique économique, monétaire, pardon. Un outil de politique monétaire, la transparence, parce qu'elle permet de donner des informations au marché et ainsi d'influencer indirectement les marchés. Et on voit très souvent que la transparence est beaucoup plus destinée aux marchés qu'aux citoyens ou aux parlementaires. Donc ça, c'est le premier point. Puis la deuxième limite aussi, c'est que les banquiers centraux ont une très forte tendance à se retrancher derrière leur indépendance pour parfois, je dirais, ne pas répondre aux questions qui fâchent. Une question que les parlementaires européens ont très souvent posée aux différents présidents de la Banque Centrale Européenne, c'est le deuxième objectif de la BCE. Parce qu'en réalité, la BCE a deux objectifs. La stabilité des prix, et puis nous dit le traité, je n'ai pas la formule exacte en tête, mais je crois que c'est sous réserve du premier objectif, le soutien aux autres politiques économiques de l'Union. Et très souvent, les parlementaires européens interrogent le président de la Banque Centrale Européenne en lui demandant « Est-ce que vous poursuivez le deuxième objectif ?» Et pendant des années, par exemple, les gouverneurs, les présidents, quasiment tous les présidents d'ailleurs répondaient à la même chose, mais nous soutenons les autres politiques économiques en poursuivant la stabilité des prix. Ce à quoi un parlementaire avait répondu, je ne sais plus quand ni à quel président, mais s'il suffisait de remplir le premier objectif pour remplir le second, pourquoi en mettre deux dans le traité? Et là, évidemment, on n'a jamais eu de réponse. Et donc, vous voyez, il y a une forme de logiciel intellectuel des banquiers centraux qui est celui de la neutralité de la monnaie et de dire, nous, il suffit de la stabilité des prix et on ne peut rien faire d'autre, la monnaie serait neutre sur l'économie, donc elle ne peut pas intervenir directement. Et donc, évidemment, ils se réfugient derrière ça pour justifier leurs décisions. Et évidemment, ça bloque en grande partie le processus de responsabilité, parce que on ne voit pas la Banque Centrale Européenne se refuse à intervenir plus largement. Et se refuse surtout à rentrer dans un dialogue sur son logiciel de pensée, son logiciel de réflexion avec les parlementaires. Aujourd'hui, on voit bien que ça devient d'autant plus limite et d'autant plus compliqué qu'avec les mesures non conventionnelles de politique monétaire, eh bien, ça devient très très dur pour la Banque Centrale Européenne de dire qu'elle ne fait que poursuivre la stabilité des prix. Déjà parce que l'inflation a quasiment disparu depuis la crise, depuis quasiment 10 ans, donc elle n'a quasiment pas grand-chose à faire pour garantir la stabilité des prix, et parce que ces décisions se font beaucoup plus invasives. Et là, on voit bien les limites du mécanisme.